La première dispute dont je me souvienne, entre ces frères si différents d'aspect et de comportement, s'était produite à propos du feu. Il faisait froid. J'étais accroupi à distance respectueuse de cette chose tortillante et rouge, toute nouvelle pour nous. Elle me semblait meurtrie mais furieusement vorace, et je regardais Père l'alimenter avec une nonchalance splendide, mais circonspecte. Les femmes, assises tout en tas, s'épouillaient mutuellement en jacassant. Ma mère, comme toujours, était un peu à l'écart. Elle mâchait la bouillie pour les bébés sevrés et regardait Père et son feu d'un air de sombre méditation. Et tout d'un coup, l'oncle Vania fut parmi nous, silhouette énorme et menaçante. Il parlait d'une voix d'outre-tombe. « T'y voilà donc, Édouard. J'aurais dû le deviner que tôt ou tard nous en viendrons là. J'espérais, il faut croire, qu'il y aurait une limite à tes folies, imbécile que j'étais. Je n'ai qu'à tourner le dos une minute pour te retrouver jusqu'au cou dans quelque ineptie nouvelle. Et maintenant, cela !» Édouard, écoute-moi bien. Ne t'ai-je pas 1000 fois averti, adjuré, supplié en qualité de frère aîné, de t'arrêter à temps sur ta lancée calamiteuse, de réfléchir, de t'amender et de changer de vie avant qu'elle ne t'amène tout droit avec toute ta famille vers un désastre irréversible ? Cette fois, c'est avec une insistance 10 fois multipliée que je te crie « Arrête ! Arrête, Édouard, avant qu'il ne soit trop tard. Si même il est encore temps, arrête !» Oncle Vania reprit haleine pour pouvoir terminer son discours pathétique, mais un peu difficile à mener à bonne fin. Et Père put placer son mot. « Tiens, Vania, il y a une éternité que nous ne t'avions vu. Allons, vieux, viens te chauffer un peu. Où donc as-tu été pendant tout ce temps-là » Oncle Vania eut un geste d'impatience. « Pas loin, enfin pas tant que ça. Si je dépends pour la plus grande part de mon ordinaire, mais non exclusivement, Édouard, non exclusivement, de légumes et de fruits, et si la saison était médiocre. Oui. Ça m'a tout l'air comme si nous allions avoir de nouveau une interpluviale. La sécheresse s'étend, pas de doute. On trouve dans la forêt abondance de nourriture, si l'on sait où la chercher. C'est seulement question de régime, on n'est jamais trop prudent à mon âge. En primate raisonnable, j'ai donc été voir un peu plus loin si je ne trouverais pas des aliments conformes à mon état. Au Congo, pour tout dire. Il y a dans ce coin abondance de tout, pour tout le monde. Sans qu'il faille prétendre qu'on a les dents d'un léopard, l'estomac d'une autruche et les goûts d'un chacal, Édouard. Tu vas fort, Vania. Alors je pense que le problème essentiel n'est pas de nourrir 9 milliards dans 40 années, mais plutôt de nourrir 8 milliards dans 10 années. C'est ça le vrai problème, le vrai défi. Parce que 30 à 40 ans, on a vraiment le temps pour voir, on a vraiment le temps, et il y a le progrès technologique qui va jouer, il y a plein de choses qui vont jouer. Mais en revanche, dans les 10 prochaines années, toutes les percées technologiques possibles, on les connaît déjà aujourd'hui. Toutes les solutions qui seront mises en pratique dans 10 ans, elles sont déjà dans les laboratoires. Et donc là, c'est un vrai défi. Donc le défi, c'est beaucoup plus nourrir les gens, nourrir 8 milliards dans 10 ans, que nourrir 9 milliards dans 40 ans. Il y a encore énormément de terres qui ne sont pas exploitées et qui pourront être exploitées pour l'agriculture. On pourra produire dans des endroits où on ne produit pas aujourd'hui, ça c'est une évidence, notamment en Afrique où il y a encore énormément de terres non cultivées et qui sont cultivables. Le deuxième élément, c'est que bien entendu, les rendements par hectare doivent et vont progresser. Elles progresseront dans tous les domaines, que ce soit en agriculture biologique comme dans le reste de l'agriculture. Et cela tout simplement parce que nous sommes au début d'une gigantesque révolution agronomique grâce aux biotechnologies qui vont nous permettre de faire un saut énorme en avant en ce qui concerne non seulement les rendements, mais la qualité nutritionnelle, mais enfin plein d'éléments, la défense vis-à-vis des ravageurs. Les biotechnologies vont faire une réelle révolution dans le domaine agricole. Alors dans les biotechnologies, il n'y a pas simplement les OGM et les transferts de gènes, il y a tout simplement toute la connaissance du génome et tout ce que cela implique. Donc nous sommes aujourd'hui à la veille d'une véritable révolution agronomique et je pense que la plupart des gens n'ont pas une idée de ce que sera l'agriculture dans 30 ans, pour la simple raison que les gens, il y a 30 ans, n'avaient pas d'idée de comment l'agriculture elle serait aujourd'hui. Avec les biotechnologies, on risque de moins en moins d'avoir des surprises. Tout simplement parce que les biotechnologies, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour la première fois, nous sommes en train de savoir, de savoir ce qu'on fait, de voir à l'avance ce qu'on fait. Encore ? Nous avons déjà discuté 1000 fois de cette question. Je t'ai déjà dit 1000 fois que si l'on reste dans les limites raisonnables, les outils, les coups de poing ne transgressent pas vraiment la nature. Les araignées servent d'un filet pour capturer leur proie. Les oiseaux font des nids mieux construits que les nôtres. Et j'ai vu, il n'y a pas longtemps, une troupe de gorilles battre comme plâtre une paire d'éléphants.
Oui, tu m'entends, des éléphants, avec des triques. Je suis prêt à l'admettre, tu vois, qu'il est licite de tailler des cailloux, car c'est resté dans les voies de la nature. Pourvu toutefois qu'on ne se mette pas à en dépendre trop. La pierre taillée pour l'homme, non l'homme pour la pierre taillée. Qu'on ne veuille pas non plus les affiner plus qu'il est nécessaire. Je suis un libéral, Édouard, et j'ai le cœur à gauche. Jusque-là, je peux accepter. Mais ça, Édouard, ça, cette chose-là, dit-il en montrant le feu, ça, c'est tout différent. Et personne ne sait où ça pourrait finir. Et ça ne concerne pas que toi, Édouard, ça compte, mais tout le monde. Je vous explique, avant, dans le cas de la sélection variétale, avant on faisait des croisements, donc les gènes se mélangeaient, certes de manière naturelle, mais il y avait plein de phénomènes qu'on ne connaissait pas, qu'on ne connaît toujours pas d'ailleurs, et qu'on n'étudiait pas. Donc on mettait une plante, on faisait une sélection, on regardait, on faisait un mélange, et puis on voyait ce qui était plus ou moins bon, plus ou moins pas bon. Mais sans aucune, c'était de l'à peu près. Avec les biotechnologies, on connaît la machine intérieure de la plante. Donc on sait ce qu'on modifie et ce qu'on ne modifie pas. Donc on fait plutôt de la chirurgie. On regarde, on dit, tiens, ça je le retire, et ça je l'enlève, ou ça je le rends silencieux, ça je le rajoute. Et le reste, on ne touche pas. Donc en fait, on va passer de quelque chose, d'un mode de sélection qui était très empirique, où on ne vérifiait rien, à un mode de sélection où non seulement on saura exactement ce qu'on fait, mais on aura la capacité de vérifier que ce qu'on a fait, c'est bien que ça. Donc ce sera bien entendu beaucoup plus des variétés qui seront beaucoup plus connues, beaucoup plus sécurisées, et dont l'évaluation se fera de manière beaucoup plus forte qu'elle ne le fait jusqu'à présent. Donc on aura beaucoup moins de surprises qu'avec ce qu'on a fait jusqu'à présent. Avant, vous étiez vraiment soumis à ce que la nature vous imposait. Un paysan, comme vous dites, c'est quelqu'un qui subit les contraintes totales de la nature. Quand il fait trop chaud, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Quand il pleut de trop, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Donc aujourd'hui et demain, avec les technologies qui seront mises à la disposition, il aura de plus en plus de possibilités et de liberté pour pouvoir intervenir au moment adéquat. Je prends un simple exemple, l'irrigation. Sans irrigation, qu'est-ce que vous faites s'il ne pleut pas? Bon, donc c'est vieux comme le temps. Donc, on a inventé l'irrigation pour que l'homme puisse apporter l'eau au moment donné où la plante en a besoin. On n'apporte pas de l'eau quand il pleut, on apporte de l'eau quand il ne pleut pas. Donc c'est l'homme qui intervient là où la nature est en manque. Maintenant, ce qu'on fait depuis des années avec l'irrigation, on va pouvoir le faire sur beaucoup d'autres domaines grâce aux biotechnologies. Donc l'agriculteur ou le paysan ne sera pas simplement un automate au service de quelqu'un, il sera beaucoup plus libre qu'il ne l'a jamais été, parce qu'il aura un choix beaucoup plus grand, un choix de variété, un choix de culture, et des instruments beaucoup plus précis pour voir ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. On va lui donner à travers la connaissance satellitaire, par exemple, des sols, il pourra savoir exactement la dose d'engrais qu'il doit mettre, pas simplement sur un hectare, mais sur une parcelle précise, sur un endroit précis. Donc il pourra le faire en connaissance de cause. Donc il fera vraiment un travail qui sera un travail beaucoup plus précis et beaucoup plus noble que ce ne l'a jamais été. Mais nous non plus, nous ne sommes ni une chose ni une autre, dis-je avec inquiétude. Le front bas mais protubérant de père se ridait à force de méditer. C'est vrai, fils, c'est vrai. Nous étions arboricoles, et nous voici des animaux de plaine. Végétariens, et nous voici carnivores, sans avoir ni les dents ni les jambes pour cela. Mais justement, je crois que notre force viendra de ce que nous ne sommes pas des spécialistes. Faudrait-il nous remettre à quatre pattes et nous faire pousser des canines? Ce serait rétrograde. Les lions et les loups savent chasser. Mais quoi d'autre? Rien du tout. Mais papa, pourquoi faire autre chose? Dit Oswald. Oh toi, je conviens que tu es passablement spécialisé, dit Père d'un ton acide. Néanmoins, ça me ferait plaisir de te voir appliquer ton esprit primitif à des choses plus élevées, de temps en temps. Mais quelle chose? Insista Oswald. Wait and see, dit Père en comprimant ses lèvres. Ça, Mathilde, rugit-il, on dirait à t'entendre que je l'ai négligé, ma famille. Quoi? Je m'échine pour vous tous. Et c'est tout ce que tu trouves à dire? Pensez aux jeunes femmes? Ce n'est pas à elles peut-être que je pense quand je m'arrange pour le jour où je ne serai plus là? Est-ce qu'elles ou leurs enfants n'aient plus à grimper sur un volcan chaque fois qu'elles voudront cuire un canard? Ça ne leur servira pas de savoir se servir d'un silex? Et si un beau jour les volcans s'éteignent, comme n'importe quel feu? Et voilà, Toby et moi passons des jours entiers à nous décarcasser. Je sais, mon chéri, mais à nous donner un mal de chien et à penser à combien c'est commode et vous... Oui, chéri, dit Mère, mais les jeunes femmes,
ne sont vraiment pas en état de supporter les fatigues d'un long voyage. Les fatigues ? Un long voyage ? Mais qu'est-ce qu'un voyage de nos jours ? Autrefois, oui, on se faisait chasser par les lions, attraper par les crocodiles. On ne trouvait pas d'aliments en route, il fallait passer ses nuits sur les arbres. Ça, c'était voyager. Mais maintenant, c'est de la promenade. Veut-on se reposer ? On allume un feu et personne ne nous ennuie plus. Du mauvais temps ? Le feu vous sèche en 2 coups de cuillère à peau. A-t-on faim ? On trempe la pointe des javelots et allez-y, on chasse. Et même, on peut poursuivre le gibier la nuit, le javelot d'une main et un brandon de l'autre. Et même, on peut... mettre le feu partout, suggérais-je ? Là où il y a un risque, c'est pas tellement dans les coopératives. Là où il y a un risque, c'est plutôt dans les demandes sociétales et dans les demandes qui sont transmises à travers les groupes agroalimentaires. C'est-à-dire que, par exemple, vous prenez la question de la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, le consommateur ne tolère plus rien, plus aucun risque. Et donc, à partir de là, ça entraîne des contraintes au niveau de la sécurité alimentaire qui deviennent de plus en plus strictes. Donc les vraies contraintes, les vraies exigences ne sont jamais mises par les grands groupes, par les grands monopoles, mais elles sont en fait les conséquences de la demande sociétale. Et là, c'est vrai que si le consommateur veut un risque zéro, on va finir par avoir quelque chose qui est extrêmement contraignant pour l'agriculteur. Maintenant, il faut aussi quand même faire le pari que les gens ne sont pas tous stupides et que le monde agricole n'est pas plus stupide qu'un autre. Donc bien entendu, il mettra des garanties de manière à ce que ces exigences, si vous voulez, ne soient pas non plus excessives et qu'elles soient tolérables. Donc je ne pense pas qu'un agriculteur qui est quelqu'un de très individualiste va devenir dans le futur le robot de qui que ce soit. Je pense au contraire que le métier de l'agriculteur va devenir un métier qui devient de plus en plus complexe parce qu'il demande de plus en plus de connaissances, parce que justement on a de plus en plus de connaissances du monde végétal. Et grâce à cette connaissance, il faut aussi que le monde agricole évolue, la prenne en compte et fasse avec, mais ça va nous donner plus de liberté et pas moins de liberté. Alors, on peut penser que c'était plus libre à la belle époque où on n'avait pas de produits phytosanitaires, de pesticides, où on faisait le désherbage à la main et où on avait les vacances scolaires pour que tous les enfants viennent aider de manière forcée à retirer les mauvaises herbes. Je pense que nos enfants aujourd'hui qui profitent de leurs vacances pour aller à l'étranger ou faire autre chose trouvent quand même les temps d'aujourd'hui un petit peu meilleurs que simplement aller se balader pour retirer les mauvaises herbes dans les champs. Dans le domaine technologique, les résultats sont aussi en bonne voie. La production des outils de silex excède les plans prévus, et si leur amélioration reste encore un peu lente, elle est incontestable et continue. D'autre part, la maîtrise du feu constitue dans notre économie une véritable révolution. Elle nous assure un avenir brillant et une arme invincible pour la suprématie mondiale. « Ouh, scandaleux !» l'interrompit à droite oncle Vania. « Toby, vois donc si tu peux fendre ce fémur pour moi, mon garçon. La moelle manque de cuisson et ne veut pas sortir. » Vania a dit père, je pensais bien que tu réagirais. Mais cet avenir n'est-il pas évident ? Crois-tu que nous pourrions nous contenter d'avoir jeté les ours hors de cette caverne ? Ce n'était que la première victoire d'une longue guerre sans fin. Tous les jours, des pithécanthropes tombent au champ d'honneur, mangés par des carnassiers, écrabouillés par les éléphants et des mastodontes, transpercés par des rhinocéros, piqués à mort par les serpents doués de venin et comprimés à mort par ceux qui ne le sont pas. Et ce qui survit de notre espèce à ces cornes, ces crocs, ces sabots, ce venin, tombe sous les atteintes d'autres ennemis mortels, dont beaucoup sont si minuscules qu'ils échappent à la vue, en nombre si infini qu'il nous est pour le moment impossible de les vaincre. Le temps est bref que passe un sous-homme sur Terre, et le genre subhumain est constamment en danger de s'éteindre. À toute cette menace, à cette hostilité, quelle est notre réponse ? Le défi. Nous appliquerons à exterminer toutes les espèces qui nous ravagent, à n'épargner que celles qui se soumettront. À toutes nous proclamerons « Prenez garde !» Ou bien vous serez nos esclaves, ou bien vous disparaîtrez. Car nous serons vos maîtres par notre supériorité en tout, dans un super combat dont vous super éliminerons par la super pensée, de super ruses, un super peuplement et une super évolution. Voilà notre politique, et il n'y en a pas d'autre. Si, il y en a, jeta oncle Vania. Laquelle ? Back to the trees ! Déjà, si elle fait venir des produits de Mongolie, on n'est pas vraiment dans le circuit court, on n'est pas dans de la production locale, on est vraiment dans la mondialisation. Donc c'est quand même assez
déjà assez pertinent de voir que, effectivement, pour aider des gens de l'autre bout du monde, c'est quand même la mondialisation qui répond, et ce n'est pas le repli vers soi-même, le produisons local, le repli franchouillard n'est absolument pas la solution. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, je pense qu'il faut voir, le marché de l'agroalimentaire ou de l'alimentation est très vaste. Donc il doit y avoir de la place pour tout le monde là-dedans. Et bien entendu, il doit y avoir de la place pour ce type de production. Simplement, il ne faut pas se tromper non plus. Je crois que si vous regardez la vraie évolution de la société, on ne va pas vers ce type de produit, on va vers le prêt-à-manger. De moins en moins de gens font la cuisine eux-mêmes tous les jours. On mange 21 fois par semaine, 3 fois par jour. Si vous décomposez ces 21 repas et que vous regardez ce que vous avez vraiment fait vous-même à partir de la matière première, je parle par exemple une compote de pommes à partir de pommes, pas à partir d'une confiture, à partir... Qu'est-ce que vous vous rendez compte finalement que 80% minimum de ce qu'on mange a déjà été transformé par une personne tiers, un acteur tiers. Et ça, c'est en train de prendre de plus en plus de place. Et c'est comme ça, c'est la vie. On peut le déployer, on peut être contre, on peut trouver que c'est dommage, mais ça, c'est la réalité. Donc la réalité, c'est que 80% de tout ce que nous consommons passe par l'agro-industrie. Ça, c'est la réalité. Donc on peut se focaliser sur le 1% que représente ce type de commerce équitable ou le 3% que représente l'agriculture biologique, et penser que le reste n'a pas d'importance. Ou bien on peut aussi penser que il est important de faire en sorte que ce 80%, 90% de la réalité soit fait correctement et que la France puisse y participer. Et je pense que c'est pour ça qu'il ne faut pas opposer ces deux choses, mais simplement il faut bien prendre en considération que l'essentiel de ce qu'on mange passe par l'agro-industrie, passe par les grandes coopératives, passe par les grands producteurs et ne passe plus du tout par les petits producteurs locaux bien sympathiques qui vous amènent finalement un petit plat pour faire le plat le dimanche, quelques produits pour faire un plat convivial le dimanche. Mais ça, c'est une fois, c'est 2 fois, c'est 3 fois par semaine. Et le reste du temps, il faut aussi se nourrir. Et c'est là où l'agro-industrie a son rôle. Oui, dit Père, je sais, c'est difficile à comprendre au début. Mais c'est indispensable. Pour résoudre des problèmes, il faut d'abord se les poser. Pour pouvoir se les poser, il faut se créer des difficultés personnelles à se casser le ciboulot. Mais ça nous rendra si malheureux que nous finirons par tout lâcher et nous laisser mourir, m'écriai-je. C'est le bonheur qui donne le goût de vivre. Erreur, dit Père gravement. Le bonheur vous rend paresseux. Tu chercheras dans le travail tout au contraire. Une diversion à tes difficultés avec un surcroît d'énergie. Je n'en crois rien, m'écriai-je. Tu verras bien que si, dit Père. Vous devez convenir que la sagesse, avec tout ce feu alentour, ce n'est pas de vous battre pour vos sœurs ou vos tantes. Sinon, le sens moral risque d'être en retard par les puissances techniques. Et là, c'est la catastrophe. Or, voilà un argument. Il est à craindre que nous ne l'entendions de plus en plus souvent, dit Père. On pose le problème de manière tout à fait, absurde. Parce que si je suis votre logique, la meilleure chose à faire pour créer de l'emploi, c'est d'abolir les tracteurs et d'envoyer tout le monde avec des pelles dans les champs, ou bien de faire en sorte qu'il n'y ait plus de machines pour faire les routes, et de faire en sorte, comme la Chine l'a fait, de faire des autoroutes avec une main-d'œuvre manuelle. Comme ça, on aura de l'emploi pour tout le monde. La question essentielle, c'est qu'il faut des emplois qui fassent rêver les gens, et pas n'importe quel type d'emploi. Donc des emplois... Alors, est-ce que cette société, la société actuelle, elle est limitée dans les possibilités qu'elle donne aux gens pour avoir des emplois divers? C'est ça la vraie question. Qu'aujourd'hui, on ait besoin de moins d'agriculteurs parce que la mécanisation permet d'avoir moins d'agriculteurs, ne pose pour moi pas de problème. Le problème, c'est que si on a besoin de moins d'agriculteurs, qu'est-ce que la société peut proposer aux gens qui ne sont plus agriculteurs? Ça, c'est un vrai problème. Et ça, c'est une vraie question. Moi, je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut proposer aux gens. Maintenant, il faut que la société se développe de manière à pouvoir le faire. Par exemple, ce que vous faites vous. Ce que vous faites vous, déjà. Je pense qu'il y a 300 ans, le métier que vous avez, vous, n'existait pas. Donc, des nouveaux métiers
par rapport aux nouvelles technologies, aux nouvelles perspectives que donne la société, ça va se créer. Vous regardez tout ce que l'industrie d'Internet occasionne comme nouveau travail. Ça n'existait pas quand moi j'étais jeune. Personne ne pensait pouvoir faire du graphisme sur Internet. Donc il y a une multitude de possibilités qui sont là, qui sont devant nous. Maintenant, il faut les transformer dans quelque chose qui est utile à la société et qui est rentable économiquement. Ça, c'est un autre problème. Mais après, c'est un choix aussi de société. Est-ce qu'on veut mettre plus d'argent dans la culture, par exemple? Est-ce qu'on veut mettre plus d'argent dans la médecine? Est-ce qu'on veut plus d'argent dans la recherche? Donc, il faut que la société dégage un bénéfice suffisant pour que ce type d'investissement soit possible. Le problème de la société aujourd'hui, c'est qu'on a désindustrialisé l'Europe, et ça veut dire qu'on se prive de plus en plus de richesses, de création de richesses. On a pensé que notre société pouvait vivre uniquement par les services et qu'on pouvait simplement importer. Résultat des courses, la France est un pays qui est un importateur avec un déficit commercial qui s'élève à 75 milliards d'euros par an. On ne produit plus suffisamment de richesses, quitte à ce qu'on exporte, on n'exporte plus suffisamment de richesses par rapport à ce qu'on consomme. Donc c'est là le vrai problème. Non, mais rentable, que veut dire la rentabilité? La rentabilité, ça veut tout simplement dire que quelque part, ce qu'on fait, il y a quelqu'un, on le fait par rapport à d'autres personnes qui font la même chose, on fait quelque chose qu'on peut vendre, qu'on peut mettre sur le marché, et que quelqu'un d'autre va acheter votre produit à vous et pas le produit de quelqu'un d'autre. C'est ça la rentabilité. C'est pas, si vous faites quelque chose que personne ne fait, par exemple, la question de la rentabilité ne se pose même pas. Par exemple, Picasso fait un tableau, vous voulez acheter un tableau de Picasso, il n'y a que Picasso sur le marché, voilà, le prix, il n'y a plus de rentabilité du prix d'un tableau de Picasso, par exemple, parce qu'il n'y a que lui qui le fait. Donc il y a la rentabilité, c'est par rapport à un monde, effectivement, dans lequel il y a une certaine concurrence, ou plusieurs personnes qui font plusieurs choses. Est-ce qu'un monde sans concurrence peut exister? Ça voudrait dire que tout le monde devrait s'organiser de manière mondiale, de manière à ce que plus personne ne fasse la même chose. C'est bien entendu que ce n'est pas possible. Sans ça, ce sera un monde totalement totalitaire. Donc il y a nécessairement une compétitivité par le fait que plusieurs personnes ont envie de faire la même chose. À partir de là, elle peut être régulée, mieux régulée, moins bien régulée. On peut être pour une liberté totale, on peut être pour l'encadrer. Ça, c'est autre chose. Mais la compétitivité, la concurrence et la productivité, on ne peut pas la retirer du monde comme ça, d'un trait de baguette magique. Ça n'existe pas, sauf dans un monde imaginaire. Ça, c'est un premier problème. Victoire, criâmes-nous, fous de joie, et nous pouvions à peine y croire. On les a eus! Bien sûr, on les a eus, dit Père. Et retenez la leçon, à savoir que nature n'est pas nécessairement du côté des gros bataillons. La nature est avec l'espèce qui possède sur les autres une avance technologique. Pour le moment, c'est nous. Il nous fixa d'un œil sévère. J'ai dit, pour le moment. Quelles que soient nos réussites, ne laissez jamais vous montrer à la tête. Nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Beaucoup de chemin. Le problème de la décroissance, c'est pas tellement ça. Le problème de la décroissance, c'est qu'il part du principe que nous vivons dans un monde limité, que tout est limité, y compris l'énergie cosmique, tout serait limité. Et dans ce monde limité, bien entendu, la croissance continue n'est pas possible. Moi, je pense que l'axiome de base de la décroissance est faux. Le monde n'est pas limité. Pourquoi? Parce que la manière dont la décroissance voit ses limites, c'est à partir de ce que la nature nous offre. Elle dit voilà, on attend de pétrole, on attend de cuivre, on attend de ci, on attend de ça, on attend d'énergie. Or, j'estime, à tort peut-être, que les décroissants oublient quelque chose de fondamental, qui est la créativité humaine. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est jamais la nature qui définit la matière première, c'est la créativité humaine qui définit la matière première. C'est-à-dire que tant que le pétrole, que personne ne savait comment l'utiliser, c'était une matière première qui n'avait aucun intérêt. À partir du moment donné où l'homme a trouvé les moyens de l'utiliser, elle devient quelque chose d'intéressant. Donc c'est l'homme qui définit les matières premières utilisables et qui définit, à partir de là, ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire avec. Donc prétendre que nous vivons dans un univers fini, c'est prétendre que la créativité de l'homme est finie et que nous sommes déjà arrivés à l'aboutissement de cette créativité de l'homme. Moi, je pense que c'est un petit peu orgueilleux
Je ne crois pas qu'à 2000 ans après Jésus-Christ, nous sommes arrivés au summum de ce que la créativité humaine peut nous apporter. Et je vais vous prendre un exemple. Par exemple, on vient de découvrir une substance qui s'appelle le graphène. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est une plaque qui a la grosseur, la hauteur simplement d'un atome de carbone et qui est 1000 fois plus efficace pour transmettre le courant que le silicium. Ça veut dire que dans 10 ans, dans 15 ans, le silicium, qui est quelque chose qui est à la base de toute l'informatique, plus personne ne va l'utiliser, tout simplement parce que ce sera obsolète. Et donc on a déjà dans les circuits une alternative, parce que l'homme a redéfini quelque chose, une nouvelle matière première qui va la remplacer, mais on va pouvoir faire des ordinateurs qui seront 1000 fois plus puissants, on va pouvoir faire des ordinateurs qui seront d'une manière beaucoup plus complexe parce que la manière dont ils vont fonctionner sera très différente parce que le graphène a d'autres propriétés qu'on a découvertes. Donc voilà, on n'a pas fini de découvrir le monde. Peut-être qu'on a fini de découvrir l'espace terrien en tant qu'espace, mais le monde, on n'a pas fini de le découvrir. On n'a pas fini de découvrir l'intérieur de comment fonctionnent les plantes, la biologie, par exemple. Tout ça, on est à l'aube de beaucoup de découvertes. Donc, c'est là où moi, je suis en désaccord avec la décroissance, en désaccord fondamental. C'est que pour moi, nous ne sommes pas dans un monde limité, nous sommes dans un monde dans lequel les limites sont fixées par la créativité humaine. D'ailleurs, continuez Père, sommes-nous déjà sortis de la nature comme tu le prétends ? Pourquoi le feu ne serait-il pas une forme d'adaptation, exactement comme la girafe allongeant son cou, ou le cheval conglutinant ses doigts de pied ? Suppose que la glace descende jusqu'ici. Cela prendrait des siècles à me faire repousser une fourrure, et d'autres siècles à m'en débarrasser ensuite, quand le climat se réchaufferait. Imagine que j'invente une fourrure amovible. Tiens, une idée là-dedans, dit-il songeur, tandis que l'oncle Vania grognait de mépris. Bien que dans la pratique, continue-t-il les sourcils froncés, je ne vois pas comment l'appliquer. En attendant, le feu fait bien l'affaire, dit-il. On peut à volonté réduire la chaleur ou l'augmenter. C'est de l'adaptation, ça. Donc de l'évolution. Seulement, nous y arrivons beaucoup plus vite. Un point, c'est tout. Voilà l'erreur, ô misérable prétention d'homme que tu es, s'écria oncle Vania. De quel droit accélérer les choses ? De quel droit pousser la roue au lieu de te laisser conduire ? Tu veux bousculer nature, mais sois tranquille. Elle ne se laissera pas faire. Un jour, tu t'en apercevras. Mais bon sang, dit Père indigné. N'est-ce pas la même chose ? Plus vite ou plus lentement ? Où est la différence ? La différence, cria l'oncle Vania, c'est que c'est une vitesse démentielle. Vouloir faire en un jour, en un an, ce qui devrait prendre des milliers, des millions d'années. À supposer, ce qui me semble hautement improbable, que ce soit ceux-là qui doivent se réaliser. Personne n'est fabriqué pour vivre à ce rythme infernal. Ne me rebats pas les oreilles avec ton évolution, Édouard. Et d'ailleurs, ce n'est pas à toi de décider, ni si ni comment tu dois évoluer. Je vais te dire ce que tu es en train de faire, Édouard, des pieds et des mains pour sortir de ta condition. En cela, outre que ces vulgaires petits bourgeois bassement matérialistes, j'ai le profond regret de t'avertir que c'est dénaturé, rebelle, outrecuidant et sacrilège. Allons, vas-y, dit-il d'un ton perfide caustique, dis-nous la vérité. Tu t'imagines être en train d'engendrer une espèce tout à fait nouvelle, n'est-ce pas ? Ben, dit Père mal à l'aise, l'idée m'est passée par la tête qu'il se pourrait. Je le savais, s'écria victorieusement oncle Vania. Édouard, je lis en toi comme dans un... Eh bien, je sais ce que tu as dans le crâne, et c'est de l'orgueil. L'orgueil coupable de la créature. Je te le répète, tu en seras puni, rappelle-toi mes paroles. Tu as perdu ton innocence, et contre quoi ? Qu'as-tu gagné ? Je vais te le dire, l'ignorance. Parce que tu as rejeté ton allégeance à nature. Tu te figures que tu pourras la conduire par la queue. Eh bien, tu te prépares à de fameux déboires, mon vieux. Je t'avertis. L'instinct, c'était pas assez bon pour toi, hein ? Bien entendu. Si nous avons une société de gens stupides, donc pas créatifs, là, ça va aller très mal. D'où la nécessité de ne pas être que matérialiste et de mettre beaucoup d'emphase également sur tout ce qui est créativité, tout ce qui est convivialité, tout ce qui est relations humaines, parce que la créativité, c'est pas un scientifique qui fait ça tout seul dans son coin, quelque part, dans une tour d'ivoire. C'est en relation, c'est par les échanges, etc. Et là, Internet, par exemple, joue un rôle très positif. L'information circule plus vite que jamais. Et des chercheurs qui sont aujourd'hui en Chine travaillent de manière quotidienne avec des chercheurs américains, des chercheurs européens, alors qu'avant, c'était beaucoup plus difficile. Donc la mondialisation, là aussi, apporte plus de solutions que de problèmes, parce qu'elle permet ces échanges qu'avant, qui étaient beaucoup plus lents avant. Par ailleurs, le fait que les décroissants
estime que trop de matérialisme n'est pas très bien et qu'il faut plus de convivialité, plus d'humanité entre les gens. Mais ça, bien entendu, c'est tout à fait sympathique et c'est une vérité. C'est tout à fait correct de leur part de mettre un peu plus d'emphase là-dessus dans un monde qui tend à être très matérialiste. C'est très très bien. Nous avions faim. Car les femmes, après la marche, étaient trop lasses pour courir après des aliments problématiques. Et nous dûmes nous contenter de brochettes de lézard et de quelques œufs de crocodile. Pour nous mettre du cœur au ventre, père faisait des blagues, racontait des histoires de mangeailles aux enfants. Il était une fois, disait-il, un très grand lion si bon chasseur qu'il abattait plus de gibier qu'il n'en pouvait manger. Pourtant, il était furieux que les hyènes, les chacals, les vautours, les milans, des lions moins adroits que lui, et même des pithécanthropes, car ceci se passait du temps où nous étions ramasseurs de charognes, nous aussi, vinssent l'aider à finir son souper sans avoir été invité. « C'est moi qui fais toute la besogne, grommelait-il, et cette bande de bons à rien voudrait en profiter sans même lever le petit doigt ? Pas de ça, je serais bien bête de partager. » Mais comme il n'arrivait pas à tout manger tout seul, d'abord il essaya de tuer les charognards. Le seul résultat, c'était qu'il se trouvait à la tête d'un tableau de chasse encore plus grand. Alors il se força quand même à finir toute cette viande. Même quand il n'avait plus faim, il mangeait et mangeait. La vie devenait un cauchemar. Il souffrait d'indigestion terrible, devenait gras à lard, et malgré tout, il continuait pour le plaisir de voir la tête que faisaient les autres. Mais à ce régime, il devient si énorme qu'il mourut prématurément, et alors les chacals, les vautours et les pithécanthropes s'offrirent un repas tout aussi copieux que s'il eût partagé avec eux les proies qu'il avait tuées. « Mais de quoi est-il mort » demandèrent les enfants. « Du cœur. Dégénérescence graisseuse compliquée de misanthropie, dit père en croisant ses mains sur son estomac vide. Et donnant l'exemple à tous, il s'endormit paisiblement. Alors déjà, j'aimerais bien savoir comment on calcule 6 planètes, parce que moi j'ai vu 3 planètes, 4 planètes, 2 planètes, 1 planète, 7 planètes, 10 planètes. Donc ça c'est déjà un premier élément. Je pense que c'est un chiffre qu'on lance comme ça, sans vérité scientifique, premièrement. Deuxièmement, si vous prenez le rapport du WWF, et que vous faites la conclusion, c'est que pour vivre correctement, pour vivre de manière à ne pas utiliser plus qu'une planète, toute la population devait vivre comme on vit aujourd'hui au Bangladesh. Donc moi je vous renverse la question, est-ce que vous êtes prêts vous à vivre comme on vit au Bangladesh? Donc la réponse bien entendu non. Donc la solution, elle est de nouveau dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que si on veut pouvoir faire en sorte que les 8 milliards d'habitants qui vont habiter sur cette planète d'ici une dizaine d'années, et les 9 milliards peut-être d'ici une trentaine d'années, vivent comme nous, il faut qu'on s'en donne les moyens. Et donc, il faut qu'on soit plus créatif. Il faut qu'on définisse des nouvelles technologies, des nouvelles matières premières. D'où l'importance, par exemple, dans le domaine agricole, des biotechnologies. Mais c'est sûrement pas en partageant ce qui existe et qui est défini comme étant nos limites actuelles qu'on peut apporter aux 8 milliards d'habitants un bien-être quelconque, parce que le niveau de vie qu'on devrait imposer à l'ensemble de la population, il est celui du Bangladesh. Donc la solution n'est pas d'en revenir en arrière, la solution c'est de trouver, faire évoluer les technologies, faire évoluer l'économie, faire évoluer les ressources, ce que nous avons, ce que nous disons être les ressources disponibles. Je vous prends par exemple l'exemple, l'eau. Il y a énormément d'eau, de l'eau potable, il y en a beaucoup moins, donc il faut rendre potable l'eau non potable. On sait faire, on sait comment le faire, c'est ça qu'il faut mettre en avant. C'est donc pas du tout en ayant une politique de décroissance, mais c'est une politique de croissance et de redéfinition des matières premières par rapport à la créativité humaine. La croissance économique, ce n'est pas simplement accumuler 1, 2, 3, 4 voitures, 1, 2, 3, 4 télévisions, 1, 2, 3, 4 iPhones. C'est pas ça la croissance économique. La croissance économique, c'est effectivement redéfinir les matières premières de manière à ce qu'on les utilise de manière plus efficace. Ça, c'est aussi le progrès technologique, c'est rendre les choses plus efficientes. C'est dans ce sens-là que l'agriculture biologique me pose un problème. Parce que l'agriculture biologique est une agriculture qui n'est pas efficiente. Elle a des rendements beaucoup plus faibles, elle demande beaucoup plus de main-d'œuvre, donc beaucoup plus de travail, donc elle n'est pas plus efficiente, elle est moins efficiente. Et toute l'histoire de l'économie va de pratiques moins efficientes à des pratiques plus efficientes.
Et c'est ça, si vous voulez, qui fait que finalement, on a plus de richesses aujourd'hui qu'on n'en a jamais eu, bien qu'on soit plus nombreux sur la planète que nous n'en a jamais été. Et que je pense que dans 30 ans, dans 40 ans, il y aura encore plus de richesses que ce qu'on a aujourd'hui, des richesses qu'on aura faites à partir d'éléments qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Alors après, reste la question du partage équitable de ces richesses. Là, on est dans un problème social, on est dans un problème politique, on est dans un problème d'équité, mais on n'est plus dans un problème de technologie ou de système économique. Ce n'est pas exactement la même chose. C'est un autre débat. On peut effectivement mettre en place une société qui est pour la croissance économique, et qui, pour plus de justice sociale et pour plus de partage, on n'est pas obligé d'avoir une société dans laquelle les écarts entre les riches et les pauvres deviennent de plus en plus importants. Mais c'est un autre débat. Ce n'est pas un débat sur la technologie, c'est un débat sur comment on gère la richesse qui est créée. Moi, je vous répondrais que, si vous voulez, ça, c'est un problème que vous posez et que posent des gens qui n'ont pas trop l'habitude de faire de la culture. Moi, quand j'étais jeune, on avait un jardin potager. Et je passais un temps important à retirer les mauvaises herbes, à cultiver les légumes, etc. On ne le faisait pas parce que ça nous amusait, on le faisait parce qu'on en avait besoin économiquement. Parce que ça coûtait cher, là où j'étais, ça coûtait cher et qu'on préférait faire ça comme ça. Je vous assure que je préfère que moi, quand je devais partir pour aller retirer les mauvaises herbes, c'était une corvée. Je n'avais pas envie de le faire. Donc moi, je veux bien que demain, tout le monde va se mettre à faire ses propres légumes, mais faire ses propres légumes, c'est pas si facile que ça. Ouais, c'est pas à moins qu'on soit passionné et qu'on aime ça. Donc je ne suis pas sûr que 90% de la population soit passionnée à un point où ils ont envie d'aller retirer les mauvaises herbes. Qu'il y a un certain nombre de gens qui trouvent ça comme un passe-temps, parfait. Mais la majorité des gens, ils n'en ont pas envie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, aujourd'hui, ce qui marche dans les magasins, par exemple dans les fruits et légumes, vous prenez les salades, c'est les salades qui sont déjà lavées. Les gens n'ont même pas envie de laver leurs salades eux-mêmes quand ils reviennent à la maison. Alors vous voulez les faire, vous voulez une société, vous pensez à une société dans laquelle les gens, tout à coup, vont vouloir aller les cultiver eux-mêmes, alors qu'ils vont de moins en moins les laver. C'est que les gens ont de moins en moins envie de faire ce genre de travail, parce que c'est un travail qui est très répétitif. Alors c'est très drôle quand on ne l'a jamais fait, c'est très marrant comme ça de le faire une fois de temps en temps, mais de le faire tout le temps, les gens n'ont pas envie, parce que c'est trop répétitif. Donc la société dans laquelle on va, ce n'est pas une société dans laquelle chacun va faire sa petite popote comme ça, locale. La société vers laquelle on va, c'est une société vers le prêt-à-manger. Exactement comme nous sommes passés dans une société du prêt-à-porter. Aujourd'hui, très rares sont les gens qui font encore leurs vêtements eux-mêmes, alors qu'il y a un siècle et demi, on portait ce qu'on faisait soi-même. Aujourd'hui, c'est terminé. Plus personne, enfin à part les gens qui adorent faire de la couture, mais plus personne ne fait ses vêtements soi-même. On a confié ça à une industrie. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, la société de demain sera une société du prêt-à-manger. Ce qui ne va pas empêcher les gens, de temps en temps, de se faire de la cuisine, quand on invite les copains, quand on veut faire un bon petit repas. Aujourd'hui, les gens sont prêts en France à consacrer entre 10 et 12% de leurs revenus à l'alimentation, alors qu'il y a 30 ans, le coût de l'alimentation, c'était 30% de revenus. Et les gens aujourd'hui demandent encore que ça baisse et pas que ça augmente. Alors certes, dans les sondages, ils vous disent qu'ils sont prêts à payer plus. Dans la réalité, c'est pas du tout ce qui se passe. Les gens préfèrent aller en vacances, préfèrent acheter de l'électronique, préfèrent avoir une caméra et un appareil photo que de mettre plus d'argent dans la nourriture. J'ai calculé grosso modo que nous passions un tiers de notre vie à dormir, un tiers à courir derrière la viande et tout le reste à mastiquer. Ou prendre le temps pour méditer. Ce n'est pas avec cette sorte de remâchage-là que nous ruminerons nos connaissances, assouplirons nos réflexions. Si nous voulons pouvoir considérer nos objectifs avec plus de recul, il faudrait pouvoir reposer de temps en temps nos mandibules. Sans un minimum de loisirs, pas de travail créateur, par conséquent pas de culture ni de civilisation. Qu'est-ce que c'est la civilisation, pas demanda Oswald la bouche pleine. Voilà, venant de toi, une question qui s'impose en effet, dit Pern d'un ton sarcastique. Il n'est pire sourd que ceux qui ne veulent pas entendre. Mais pas, demandai-je, où voudrais-tu aller? Nous sommes très confortables ici. Confortable, grommela Père. Sottise. Pour un peu, tu vas me dire que nous sommes parfaitement adaptés à notre milieu. C'est ce qu'ils disent tous quand ils sont fatigués d'évoluer. Dernière parole du spécialiste. Juste avant qu'un autre spécialiste, encore plus spécialisé, n'arrive pour en faire son dîner. Combien de fois, Ernest, devrais-je répéter ces choses-là?
Parfois tu me donnes l'impression pénible qu'entre tes deux oreilles, l'air est pur, la route est large. Et voilà le couronnement d'1 million d'années de labeur révolutionnaire. Le problème de la culture, quand vous cultivez une plante, vous avez affaire à la vie. La vie est imprévisible. La vie dépend de 40 000 choses très différentes, de contraintes, le contraint du climat, le contraint de la sécheresse, le contraint de la lumière, le contraint, plein d'aspects. Et donc, on a toujours besoin, ne fût-ce que quelqu'un regarde, contrôle, envisage après. Effectivement, ça peut se faire de manière beaucoup plus simple. Donc, une personne peut faire beaucoup plus que ce que faisait une personne dans le temps. Par exemple, aujourd'hui, vous allez dans un kibbutz en Israël, l'irrigation, elle est totalement informatisée, et une personne suffit pour maîtriser l'irrigation de plusieurs hectares de culture. Tout ça parce que c'est informatisé. Vous avez dans les sols, vous avez des sortes de thermomètres qui permettent de mesurer la densité de l'eau, etc., dans les sols, etc. Et donc tout ça est informatisé, mais vous avez quand même besoin de quelqu'un qui le contrôle, quelqu'un qui le regarde. Et donc la robotisation totale ne pourra jamais avoir lieu. Ça, c'est un premier élément. L'autre élément, c'est que ce type de robotisation, ce type d'informatique coûte très cher, bien entendu. Donc, on n'est rentable que sur des domaines qui sont beaucoup plus importants. Donc, penser que chaque personne pourrait avoir ça à sa portée, peut-être dans un siècle, j'en sais rien, mais en tout cas, ce n'est pas dans les 30 ou 40 prochaines années, ça c'est certain. Plus tard, ce fut le tour des études secondaires, concernant les animaux que nous chassions et ceux qui nous chassaient. Nous devions apprendre où ils vivaient et de quoi et comment ils passaient leur temps. Nous nous exercions à les suivre à l'odeur, à saisir leur langage. Dès nos premières années, nous savions copier le grondement du lion, le boum-boum de l'autruche, le barrissement de l'éléphant, le ronflement du rhinocéros, la plainte sanglotée de l'hyène et la façon dont le léopard se racle la gorge. Nous apprîmes pourquoi la gazelle et l'impala restent muets, tandis que les zèbres et les chevaux, aux pieds véloces, osent hennir tant qu'ils veulent. Pourquoi les singes peuvent clabauder en sécurité sur leurs arbres, comme nous le faisions d'art en main, tandis que les troupeaux, entourés d'ennemis, se meuvent en silence. Nous apprenions aussi à déterrer les œufs de tortues et ceux de crocodiles, et où voler aux oiseaux leurs jeunes couvées. Nous savions comment dénicher le scorpion et détruire sa queue avant de le manger. Nous étudions aussi la botanique, sous l'angle économique. Quels fruits, quels champignons, quelles racines étaient comestibles, et lesquels ne l'étaient pas. Père nous faisait honorer les pionniers qui, tout au long de l'âge de pierre, avaient sacrifié leur vie pour découvrir lesquels étaient quoi. Car avec le développement de l'intelligence, l'instinct s'était trop atrophié pour prévenir. Il nous fallait apprendre la différence entre les deux racines du manioc, dont l'une est nourrissante et l'autre mortelle. Nous devions nous méfier des fruits défendus, et aussi de l'arbre défendu, l'Acocanthera abignica, dont même la sève tue. Sur la force vitale, je pense qu'en ce qui concerne en tout cas l'agriculture biologique, pour moi c'est un leurre. D'ailleurs, quand vous posez la question, on vous dit c'est pas mesurable, on n'a pas les instruments technologiques pour le mesurer, on ne sait pas comment c'est, mais enfin c'est quelque chose qu'on ressent. Écoutez, c'est quelque chose qui est vieux comme l'homme, c'est une idée qui est vieille comme l'homme, cette idée de force vitale. Vous savez, ça renvoie à l'idée que les sociétés primitives, par exemple, quand elles tuaient leurs adversaires, elles prenaient une partie de leur corps pour pouvoir avoir cette force qu'avaient leurs adversaires. C'est quelque chose qui est du domaine de la mythologie, si vous voulez, et qui n'est absolument pas scientifiquement démontrable. Donc pour moi, cet argument est évoqué par l'agriculture biologique à partir du moment donné où ils sont dans un coin et où ils se rendent compte qu'effectivement, ils ne peuvent pas montrer que cette agriculture-là produit des aliments de qualité nutritionnelle meilleure. Donc comme il n'y a aucun élément scientifique pour les montrer, ils vous sortent, écoutez, oui, mais il y a une force vitale qu'on ne trouve pas ailleurs. Bon, voilà, pourquoi est-ce qu'on la trouverait là et pas ailleurs? Moi, j'en sais rien. Donc non, ça, pour moi, tout ça, c'est un mythe. En ce qui concerne la spiritualité, on revient à cette question de l'opposition matérialisme-spiritualité, si vous voulez. Ce qui est assez drôle, c'est que les décroissants sont finalement, on pourrait presque dire, un mouvement religieux. Un petit peu un mouvement qui, comme les pères fondateurs du christianisme, estimaient qu'il y avait trop de matérialisme dans la société romaine et qu'on était trop penché sur les aspects extérieurs, sur les jeux, etc. Et que ce qui comptait vraiment, c'était la spiritualité. Donc, quelque part, c'est pour ça aussi qu'il y a cet écho dans la société actuelle avec la décroissance, c'est que ça renvoie à des choses qui sont vieilles comme le christianisme, cette opposition entre le matérialisme d'un côté et la spiritualité de l'autre.
Il est clair que la société actuelle, en tout cas ce qu'on a vécu les 20 dernières années en Europe, c'est quand même très fortement poussé sur le matérialisme, beaucoup plus que sur la spiritualité. C'est clair qu'il y a une crise spirituelle, d'autant plus qu'il y a eu un abandon des grandes religions, des grands courants religieux en Europe, le christianisme, le judaïsme, l'islam peut-être un petit peu moins, et donc cet abandon de spiritualité dans les grands courants fait en sorte que l'homme qui est toujours en quête de spiritualité cherche ailleurs, et donc la décroissance propose sa propre forme de spiritualité en forme de décroissance, en forme de rejet du matérialisme. C'est ce qui rend le mouvement sympathique, justement, parce que moi je suis assez d'accord, je pense qu'un excès de matérialisme n'était pas très bon. Vous savez qu'il y a des cultures dans lesquelles le mot « avoir » n'existe pas, le verbe « avoir » n'existe pas, c'est l'être qui prône. Le verbe « avoir » n'existe pas. Nous sommes dans une société de l'avoir plutôt que de l'être. Bon, voilà, c'est vrai. Et je crois que cette phrase que vous citiez, qui vient de Malraux, c'est Malraux qui disait « le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas », a son élan de pertinence par rapport à cet excès de matérialisme qu'on peut voir aujourd'hui. Mais simplement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est comme ça qu'aujourd'hui les gens envisagent le monde. C'est comme ça que les gens... c'est ce que les gens souhaitent aujourd'hui. Les gens souhaitent plus de matérialisme, pas moins de matérialisme. Donc, essayons de leur apporter, d'une manière ou diverse, un peu plus de spiritualisme, d'accord, mais c'est pas pour ça qu'il faut faire la guerre au matérialisme. Je crois que cette opposition est malsaine. Il faut les deux. Il faut du matérialisme et il faut une bonne dose de spiritualisme. Il faut un équilibre entre les deux. Il y a une horde, répéta Père, où vous trouverez les compagnes qu'il vous faut. Mais pas, m'étonnai-je, nous avons tout ce qu'il faut à la maison. Moi je prendrai Elsa et les autres. Rien de la sorte, coupa Père. Tu prendras une des filles de là-bas. Mais c'est tout arrangé, pas, m'écriai-je, c'est ridicule. Les types s'accouplent toujours avec leur sœur, appuya Oswald. C'est ce qui s'est toujours fait. Peut-être, mais c'est fini, dit Père avec gravité. Ici commence l'exogamie. Mais pas, c'est contre nature, insistai-je. Tous les animaux font comme ça. Même si de temps en temps une bête s'aventure hors de sa bande. Quoi, c'est idiot, dit Oswald. Voilà nos filles qui sont sur place, alors que les autres sont maintenant plus près, en l'occurrence, dit Père. C'est pourquoi je vous ai amené ici. Mais bon sang, pas, m'écriai-je. Pourquoi nous donner tous mal ? Qu'est-ce qui cloche avec nos filles à nous ? Rien ne cloche, dit Père. Mais il faut maintenant mélanger un tantinet les gènes. Et puis surtout vos sœurs. C'est un débouché trop facile pour vos libidos. Si nous voulons le moindre développement culturel, il faut que l'émotion individuelle ait l'attention d'un stress. Bref, il faut qu'un jeune homme quitte le toit familial, se cherche une compagne, la courtise, la capture et se batte pour elle. Sélection naturelle. Mais nous pouvons très bien, si tu veux, nous battre à la maison pour nos femmes à nous, dit Oswald. Et tu auras à domicile toute la sélection naturelle que tu voudras. Et c'est très difficile de vous donner une réponse en 2 secondes sur les OGM. Les OGM, les biotechnologies en général, c'est quoi ? C'est connaître mieux la science de la vie, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'une plante au niveau des ADN, etc. Et à partir de là, de continuer la sélection variétale de manière plus fine que ce qui a été fait jusqu'à présent. Créer des nouvelles variétés, les hommes le font depuis 10 000 ans, et de manière extrêmement accélérée depuis une centaine d'années, avec des méthodes qui sont d'ailleurs très brutales. On crée des nouvelles variétés de manière très brutale. Alors, les gens ne le savent pas, mais quand vous prenez une plante, vous l'irradiez pour créer une modification génétique, qu'ensuite vous faites un croisement, on n'est quand même pas dans le doux, quoi. Voyez, et ça, on fait depuis 40 ans et on mange ces plantes-là sans problème. Donc la biotechnologie, c'est quoi ? C'est simplement que pour la première fois, on commence à savoir ce qu'on est en train de faire. On voit à l'intérieur de la plante et on commence à connaître comment ces choses fonctionnent. Et à partir d'un moment donné, on commence à connaître comment ces choses fonctionnent, ça permet de faire un certain nombre de choses qu'on ne pouvait pas faire avant de manière beaucoup, beaucoup plus sélective et contrôlée. Donc paradoxalement, les gens n'ont pas du tout peur de la sélection dite naturelle alors qu'elle est brutale et qu'elle n'est pas contrôlée, et on craint un type de sélection qui fait appel à des outils qui sont des outils beaucoup, beaucoup plus fins dans lesquels on contrôle tout. C'est quand même un paradoxe. Ce paradoxe, il s'explique tout simplement parce que les gens ne savent pas comment on fait la sélection des variétés depuis 40 ans. S'ils le savaient, ils comprendraient
que les biotechnologies, c'est simplement faire ce qu'on fait depuis 40 ans et qui n'a pas posé de problème, simplement de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus fine. Alors, certains de ces OGM sont plus intéressants que d'autres. Pour l'instant, on est dans la première génération. Ceux qui vont venir seront beaucoup, beaucoup plus intéressants parce qu'on est au début de cette révolution. Alors voilà, pour moi, ça se résume à ça. Maintenant, la question des OGM pose la question du transfert de gènes. Ce transfert de gènes, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il se fait aussi dans la nature. L'homme n'a pas inventé le transfert de gènes. Les virus prennent des gènes extérieurs et vous amènent ça dans un autre, une espèce vivante. Une abeille, par exemple, aujourd'hui, vous avez des abeilles qui sont contaminées par des gènes qui ont été introduits par des virus. Donc même le transfert de gènes est quelque chose qui se fait dans la nature. Il n'y a rien dans les biotechnologies qui n'est pas quelque chose qui ne se fait pas dans la nature. Simplement, on commence à maîtriser une technique qu'on ne connaissait pas avant. Ce modèle échevelé de libre entreprise prouvait bien que l'intérêt personnel éclairé produit la plus grande richesse et nourrit le plus grand nombre. Ô doux lundi matin du monde, ô Afrique, le plus progressiste des continents, berceau de la subhumanité. À chaque jour suffit à peine et sa magie, pensais-je. On ne peut pas dire qu'on est pour ou contre les pesticides. Le débat sur les pesticides, si tout le monde pouvait se passer de pesticides, personne ne les utiliserait, premièrement. Deuxième élément, les pesticides, les bio, comme les conventionnels, en utilisent. Ça, il faut le savoir. L'agriculture biologique n'est pas une agriculture sans pesticides. La différence fondamentale, c'est que l'agriculture biologique utilise des pesticides qui sont naturels. Ça veut dire qu'ils sont naturellement toxiques. Alors que les agricultures conventionnelles utilisent des pesticides de synthèse, donc qui sont la reproduction des phénomènes qu'on connaît dans la nature, mais qui ont été synthétisés. D'accord ? Mais la différence, dans les deux cas, ils sont toxiques, pour l'homme comme pour l'environnement. Ça peut être toxique pour l'environnement ou pour l'homme. Et dans les deux cas, on les utilise parce qu'on a besoin de les utiliser. Et dans tous les cas, on s'en passerait bien si on pouvait s'en passer. Donc la solution aux pesticides, c'est d'avoir des variétés qui sont résistantes aux ravageurs. Maintenant, on peut faire ça par une sélection variétale classique, mais c'est quand même très compliqué. Sans ça, on l'aurait déjà fait. D'ailleurs, il y a certaines plantes qui sont résistantes à certains ravageurs qu'on a obtenus par sélection variétale classique. Les biotechnologies vont nous permettre d'accroître le nombre de variétés qui seront résistantes à des ravageurs. Donc, c'est une solution pour avoir, dans ces cas précis, moins de pesticides. Pas dans tous les cas, mais dans ces cas précis, moins de pesticides. Maintenant, le débat... Aujourd'hui, il est posé entre bio, qui soi-disant n'utilise pas de pesticides, et conventionnel qui en utilise. Et c'est là où c'est un faux débat, c'est même une fraude, parce que dans les deux cas, on utilise des pesticides. Le secret de l'industrie moderne, c'est l'utilisation intelligente des résidus, déclarait-il. Et puis d'un bond, il remettait sur ses deux pieds un bébé rampant à quatre pattes. Le fesser et rabrouer mes sœurs. Quand donc comprendrez-vous qu'à 2 ans, un enfant doit savoir trotter ? Quelle éducation ? Si vous le laissez rétrograder vers sa tendance instinctive à la locomotive quadrupède, si cette habitude ne se perd pas, tout est perdu. Nos mains, nos cerveaux, tout. N'allez pas croire que nos progrès depuis le lointain Miocène, je les laisse mettre en péril par une poignée de filles paresseuses. Faites-moi tenir ce garçon sur ses jambes postérieures, mademoiselle. Sinon ce sera le vôtre de postérieur qui aura du bâton. Je vous avertis. C'est un leurre de penser qu'on aura à un moment donné une information qui sera nécessairement libre du pouvoir politique. Le problème de l'information est un problème qui est aussi vieux que l'histoire humaine. Vous savez pourquoi on a des départements en France et comment les départements français ont été construits. Ils ont été construits à l'époque de Napoléon avec un objectif, c'était de faire en sorte qu'une information puisse être donnée à tout citoyen le même jour. Donc la question de l'information a toujours été une question reliée au pouvoir. À un moment donné, on avait peu de médias et ces médias étaient essentiellement sous contrôle plus ou moins du pouvoir politique. Maintenant, on a une multitude de médias, et le problème est très différent. On n'a plus une information qui est monolithique dans le fait qu'on n'a qu'une chaîne ou 2 ou 3 chaînes qu'on peut regarder, mais par contre, il semblerait que quand on regarde ces chaînes, on a l'impression d'avoir toujours la même information, quelle que soit la chaîne qui soit présentée. Et donc, ça se présente de manière différente. Si vous voulez, le problème se présente de manière différente. La solution à ce problème d'information, elle est dans le sens critique de la population. Elle n'est pas dans l'information.
L'information, elle sera toujours dans les mains des puissants. Et c'est aux citoyens de la retrouver, de la rechercher et d'avoir son sens critique. C'est en développant le sens critique du citoyen qu'on aura une information qui sera de plus en plus correcte et vérifiée, vérifiable, etc. et bonne. Mais c'est aux citoyens de faire le choix, de regarder, d'investir aussi de l'argent dans une information qu'il estime être crédible, qu'il aura vérifiée lui-même d'abord, et auquel il aura confiance. Et ensuite, vous avez aussi le fait que les gens recherchent souvent, malheureusement, une information qui va dans le sens de ce qu'ils ont envie d'entendre. Donc, on s'abonne de préférence à un journal, à un quotidien de sa famille politique, plutôt que de celui de la famille politique opposée, alors que dans la réalité, ce serait beaucoup plus intéressant d'être confronté à une idée qu'on n'a pas, à un argument qu'on n'a pas, qu'à quelque chose qu'on partage. C'est là où on apprend dans la contradiction. On n'apprend jamais avec quelqu'un qui vous dit la même chose que ce que vous dites. Donc c'est en ayant la capacité de répondre à l'argument de vos opposants que vous faites votre propre opinion, et pas en ayant une confrontation avec des amis qui pensent la même chose que vous. Donc ça, c'est le rapport de la personne à la presse. Est-ce que vous voulez une information pour conforter votre idée, ou vous voulez une information pour avoir un véritable avis? De la question de l'avoir à la fois à l'instantané, c'est clairement un problème aujourd'hui. Je ne sais pas comment ça va être... ce problème sera résolu dans le temps futur, mais on voit aujourd'hui que le fait d'avoir ce nouveau média qui est Internet, qui fait en sorte que dans l'heure qui suit, c'est même plus dans l'heure qui suit maintenant, parce qu'avec Twitter, c'est au moment même, il y a cette vitesse avec laquelle l'information va, c'est un nouveau média que nous devons commencer à maîtriser, à contrôler en tant que citoyens. Et je pense qu'il va y avoir dans les temps qui vont venir, deux formes d'information. L'information de l'immédiat, avec sa validité, avec ce qu'on y portera comme crédit, et puis les analyses de fond. Il n'y aura plus de place pour la médiocrité. Il y aura de la place uniquement pour ce qui est dans l'immédiat, mais sans valeur, c'est-à-dire, voilà, un fait, j'ai dit ça, j'ai vu ça, j'ai fait ça, j'ai dit ça, et puis l'analyse de fond. Et les gens seront de plus en plus enclins à vouloir avoir une analyse de fond. Et c'est là, et cette analyse de fond, on peut prendre du recul, on n'a pas besoin de savoir l'événement au moment même, on peut prendre une semaine, voire un mois, pour avoir une analyse de fond et comprendre un problème plus vaste de société. Donc je crois que le futur de la presse, le futur de l'information, sera dans l'immédiat parce que les gens veulent savoir tout de suite, comme ça, voilà. Et ensuite, une analyse qui sera une analyse plus fine, plus poussée. Tout ce qui sera intermédiaire tendra à disparaître parce que ça n'a plus aucun intérêt.